Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule de formation abordant la génétique animale et offerte gracieusement en collaboration avec le site web LabGenVet. Cette capsule correspond à un segment d'une formation plus exhaustive sur le sujet à laquelle vous pouvez inscrire à faible coût et qui permettent l'obtention d'une attestation émise par l'Université de Montréal. Les sommes recueillies serviront à financer l'hébergement et la mise à jour du site web LabGenVet afin que vous puissiez continuer à utiliser ce site comme ressource éducative gratuite et impartiale sur la génétique animale. C'est avant tout pour l'amélioration génétique de nos animaux domestiques. Bonne formation. Bonjour, je m'appelle David Silverside. Je suis vétérinaire, professeur, chercheur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de la génétique du chien. On va faire un survol de la génétique avec les topics suivants. Une révision de la génétique, une discussion de l'évolution et les races de chiens, un bref survol de la coloration, les maladies génétiques simples, les tests de parentage, le consanguinité, les principes de la sélection génétique et les tests ADN disponibles de ces jours-ci. Pour la génétique de la coloration, il y aura un autre module, la génétique de chien 2 sur la coloration, où on va rentrer en beaucoup plus de détails sur la génétique de la coloration. Les maladies génétiques simples. Encore une fois, nous avons de l'aide sur le site web LabGenVet avec les fonctions de recherche des maladies génétiques canines et les fréquences des mutations des maladies génétiques par race. Encore une fois, je vais souligner le fait que pour les maladies génétiques, avec les tests ADN qui sont disponibles ces jours-ci, nous pouvons éliminer la maladie génétique en question dans une génération et éliminer la mutation de la race dans 2 générations. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est un peu plus nuancé que ça. Je veux souligner que pour les maladies génétiques, les majorités de nos maladies génétiques simples chez les chiens sont de type autosomique récessif. Ça, c'est une particularité de nos animaux domestiques. Chez nous autres, ce n'est pas comme ça. Notre génétique nous donne la plupart de nos maladies génétiques de type autosomique dominant. Mais notre reproduction n'est pas organisée de la même façon que chez le chien. Encore une fois, pour une maladie génétique de type autosomique récessif, on peut avoir les individus qui sont NN, homozygote normal, autrement dit clear, les animaux qui ne sont pas malades et qui ne font pas la transmission de la mutation à la prochaine génération. On peut avoir les animaux MN, hétérozygotes, porteurs pour la version, l'allèle muté, encore une fois pas malades, mais cette fois-ci à risque de faire la transmission de la mutation à 50% de leur progéniteur. Puis, on peut avoir les individus MM, homozygotes mutés. Cette fois-ci, ces animaux sont à risque d'avoir la maladie et cette fois-ci, il y aura une transmission de la mutation en question à 100%. Quelques mots sur la présentation des maladies génétiques simples chez le chien. On peut diviser la vie entre 3 grandes périodes. La période embryo-fœtale, la période nouveau-né adolescent et la période adulte. Et la maladie va se présenter différemment pendant ces périodes de temps. Il y aura les maladies génétiques simples qui se présentent au niveau de l'embryon et le fœtus. Cette fois-ci, la maladie n'est pas évidente. Il y aura un problème de fertilité
il y aura les résorptions et les avortements spontanés, mais on peut avoir les problèmes de fertilité, les problèmes des avortements spontanés à cause de plusieurs choses, pas juste les maladies génétiques. Alors, une maladie génétique dans cette période de temps-ci est difficile à identifier, difficile à contrôler. Puis, on peut avoir les maladies génétiques simples qui se présentent chez le nouveau-né à l'adolescent. Cette fois-ci, la maladie est beaucoup plus évidente et on peut dire que les maladies dominantes sont plus faciles à contrôler. Ça représente les nouvelles mutations parce que on n'utilise pas ces animaux-là malades pour faire la reproduction. Par contre, les maladies récessives, même si la maladie est évidente, elles sont plus difficiles à contrôler dans la population à cause des porteurs silencieux. Puis, nous avons l'âge de l'adulte, l'âge de la reproduction. Pour les maladies simples qui se présentent pendant cet âge-ci, la maladie est évidente, mais si c'est après l'âge de la reproduction, les allèles mutés sont déjà passés à la prochaine génération pour être maintenus dans la population, pour dire que la maladie peut être assez difficile à contrôler. Une autre façon de dire la même chose, c'est pour dire que nous avons les maladies génétiques simples qui affectent le développement de la forme et la fonction. Puis, nous avons les maladies génétiques simples dégénératives. La forme et la fonction est là, mais à quelques points dans l'âge de l'animal, il y aura une dégénération de sa forme et fonction. Bon, maintenant, on va regarder la fonction de recherche des maladies génétiques canines qui se trouve dans le site web LabGenVet. C'est une banque de données des maladies génétiques. Et ces jours-ci, il y a plus de 200 maladies génétiques simples chez le chien qui sont caractérisées avec gènes identifiés avec test ADN disponible. Pour nous aider, ce banque de données des maladies génétiques est cherchable par maladie, par race, par système. Et cet aspect dynamique de la banque de données est grâce à Dr. Guy Labbé, un clinicien qui travaille dans une clinique vétérinaire à Québec. Alors, merci, Dr. Guy Labbé. Bon, on va tester le système. On va regarder la maladie génétique, c'est le cataracte héréditaire. Et on commence par faire une recherche par maladie pour sortir cataracte héréditaire avec les races qui sont touchées. Et on va souligner le berger australien. Ou on peut faire une recherche par race pour le berger australien pour sortir les maladies génétiques simples qui se trouvent chez ce race-ci. Et voilà les cataractes héréditaires. Ou on peut faire une recherche par système, et cette fois-ci, le système, ça sera les maladies oculaires, et on clique sur maladies oculaires pour nous donner ce liste-ci, et voilà nos cataractes héréditaires, et voilà nos bergers australiens. Puis, quand on clique sur cataracte héréditaire, ça nous amène à la page de la maladie, et voilà, avec, le gène en question, le mode de transmission, les mutations, les races, voilà notre berger australien. Voilà aussi le terrier de Boston. Aussi une description des aspects cliniques. Mode de transmission, autosomique dominant pour le berger australien, autosomique récessif pour le terrier de Boston. On peut aller plus loin avec une discussion des fréquences de mutation des maladies génétiques par race. On clique sur ce lien-ci dans le site web LabGenVet pour arriver à cette page-ci. Fréquence de mutation des maladies génétiques par race de chien, une explication
De quoi s'agit-il? Grosso modo, 2 sets d'analyses, les données de LabGenVet, qui représentent une analyse de l'ADN par PCR suivie par le séquençage, et aussi les données d'une compagnie commerciale qui a fait les tests ADN par hybridation, autrement dit les profiling, pour faire, dans ce cas-ci, un survol de 152 mutations pour les maladies génétiques tout en même temps, tout à partir des mêmes échantillons. Encore une fois, on va parler des fréquences des animaux NN, homozygote normal, MN, hétérozygote porteur, et MM, double mutant. Et voilà la liste des races analysées, et voilà notre berger australien. On clique sur le lien pour nous donner cette page-ci. Berger australien, maladie cataracte héréditaire, les données de LabGenVet, parmi 91 tests, une fréquence des porteurs MN de 27,5%. Pour les données de la compagnie commerciale, parmi 240 tests, la fréquence des animaux MN porteurs est toujours susceptible, 14,6%. Alors, les chiffres exacts sont différents, mais les grandes lignes disent que cette mutation est là et ça vaut de la peine de faire les tests ADN. Mais j'ai mentionné aussi le terrier de Boston, qui peut aussi avoir les cataractes héréditaires. Le site de limitation, c'est à la même place, sauf que cette fois-ci, la hérédité est récessive. Voilà les fréquences des animaux porteurs. Parmi les données de LabGenVet, une fréquence de 4,3%. Parmi les données commerciaux, une fréquence des porteurs de 7,2%. Encore une fois, le chiffre exact est un peu différent, mais encore une fois, c'est pour dire que la mutation existe chez la race en question. Pour aller un peu plus loin avec cette question de fréquence des porteurs et les tests ADN. Voilà les chiffres pour le risque d'avoir un animal MN porteur. Si c'est à 25%, ça représente 25 animaux porteurs sur 100 animaux. Et le risque d'avoir un animal MM double muté, ça sera à 2,1% dans la population, 2 animaux sur 100 animaux. Pour la fréquence de 20%, des animaux porteurs, ça représente 20 animaux sur 100 animaux dans la population. Ça représente 1,3 animaux sur 100 animaux, qui sera MM double muté. Et pour un pourcentage de 18 porteurs dans la population, autrement dit 18 animaux sur 100 animaux, qui est porteur pour la mutation en question, ça représente un animal sur 100 animaux qui est MM, double muté. Et on peut continuer cet exercice-ci jusqu'à 1% de chance d'être MN porteur, qui représente un animal sur 100 animaux, qui est équivalent à entre 2 et 3 animaux sur 100 000 animaux, qui est double muté. Alors, la page Recherche des maladies génétiques canines dans le site web LabGenVet, c'est là, c'était mis en place et organisé pour vous aider avec les maladies génétiques canines. Alors, utilise-le. Maintenant, je veux parler de la consanguinité. Si les maladies génétiques simples représentent la génétique connue, la consanguinité représente la génétique pas connue. Mais au moins, on sait que c'est pas connu. En bref, la consanguinité est le résultat de l'accouplement des animaux
avec les ancêtres en commun. Il y aura les effets sur le génome, une diminution des variations génétiques. Il y aura des effets sur le phénotype, une augmentation de l'uniformité phénotypique des animaux, une augmentation de ce qu'on appelle le prépotency, ça veut dire la capacité de passer le phénotype de une génération à la prochaine et aussi de fixer un trait. Mais la consanguinité a des conséquences. On va parler de la dépression de la consanguinité qui va donner moins de vigueur, moins de poids, moins de fertilité, moins de vitalité avec l'animal, avec plus de consanguinité et plus de défauts congénitaux, plus de mortalité néonatale et plus des maladies génétiques récessives. Un aspect de nos animaux domestiques, c'est qu'ils sont connus d'avoir un taux de maladies génétiques récessives élevé. Mais on peut estimer le niveau de consanguinité à partir des pédigrés avec une calculation de le coefficient de consanguinité. Pour nous aider, nous avons toujours le site web LabGenVet pour nous donner le calculatrice de consanguinité et pour nous donner l'explication de le principe et l'utilisation de ce calculatrice de consanguinité et aussi les coefficients de consanguinité moyenne pour différentes races de chiens. Voici la calculatrice de consanguinité. C'est basé sur les pédigrés, un pour un parent, l'autre pour l'autre parent, et à partir des ancêtres en commun de pédigré A et de pédigré B, on peut calculer le coefficient de consanguinité des progéniteurs. Ça, c'est intéressant pour calculer le coefficient de consanguinité pour un animal qui existe. Et ça sera aussi intéressant pour faire ce qu'on appelle un accouplement virtuel à partir de deux parents potentiels. Est-ce que ça, c'est un bon accouplement à faire? On peut dire un grand merci à Benoît Bouchard, ingénieur retraité et éleveur de carlins, qui a fait le codage pour la calculatrice de consanguinité. Alors, merci, Benoît. Voici un peu la théorie en arrière de notre calculatrice de consanguinité qui suit la contribution génétique dans une pédigré. Et encore une fois, et toujours, c'est basé sur 1 sur 2, le fait que nous avons deux parents qui ont chacun contribué la moitié à notre génome. Voici les générations. Première génération, deux parents, chacun qui a contribué 50% au génome de la prochaine génération. Puis, nous avons la deuxième génération en arrière, les 4 grands-parents qui chacun a contribué 25% de le génome au complet de le progéniteur. Puis, la troisième génération en arrière est représentée par les 8 arrière-grands-parents, chacun qui ont contribué 12,5% à le génome au complet de notre progéniteur, suivi par la 4e génération en arrière, les 16 arrière-grands-parents, chacun qui ont contribué 6,25% pour la totalité de le génome de notre progéniteur, etc. Voilà un document sur la calculatrice de la consanguinité, les instructions d'utilisation et de l'interprétation. Et encore une fois, voici la mathématique en arrière de cela. Et encore une fois, c'est basé sur 1 sur 2, le fait que nous avons deux parents. Voici quelques exemples des accouplements dits cosanguins, autrement dit incestueux. L'accouplement entre le parent et l'enfant. Voici un pédigré classique. Voici les deux parents. Voici l'enfant. Voici l'accouplement entre un des parents et l'enfant. Et voilà le progéniteur de cet accouplement. Et cet individu va avoir une consanguinité augmentée
de 25%. Sur la calculatrice de consanguinité, ça se regarde comme ceci. Voilà le parent en question, voilà l'enfant, voilà l'accouplement entre le parent pour nous donner le progéniteur avec l'augmentation de consanguinité de 25%. Un accouplement frère et sœur est représenté par un pedigree classique à partir des mêmes parents, un frère et un sœur. L'accouplement entre le frère et le sœur pour nous donner un enfant qui va avoir une augmentation dans son coefficient de consanguinité de 25%. Chez la calculatrice de consanguinité, voici les ancêtres en commun. Les grands-parents pour donner un des parents, les mêmes grands-parents pour donner l'autre parent, pour dire que les parents sont frères et sœurs, pour nous donner un progéniteur qui va avoir une augmentation dans le coefficient de consanguinité de 25%. Qu'est-ce que ça représente, cette 25%? Ça représente une diminution dans la variabilité génétique dans le génome ou une augmentation dans l'uniformité, si vous voulez. Pour arriver à un accouplement cousin-cousine, c'est représenté par un pedigree ici. Voilà les grands-parents. Voilà les frères et les sœurs. Chaque côté, ils sortent un enfant, le cousin-cousine. Et si les cousins-cousines sortent un enfant, cet enfant-ci va avoir une augmentation de la consanguinité de 6,25%. Sur notre calculatrice de consanguinité, cet accouplement cousin-cousine est représenté ici. Voici les grands-parents qui se trouvent sur pedigree A et qui se trouvent encore une fois sur le pedigree B pour sortir le cousin, le cousine. Et le progéniteur de le cousin-cousine va avoir une augmentation de la consanguinité, une diminution de la variation génétique de 6,25%. Et si on fait un graphique de notre coefficient de consanguinité qui augmente de cette façon-ci, et si on fait une ligne de à peu près à 6%, qui représente à peu près un accouplement cousin-cousine, on va voir que ça, c'est à peu près au niveau de ce qu'on va appeler line breeding. Et je vais dire maintenant que un coefficient de consanguinité plus haut que à peu près 6%, on risque d'avoir des problèmes de dépression de la consanguinité. À suivre. Mais ça, c'était une petite liste. Voici une grande liste qui inclut à peu près 150 plus des races de chiens que j'ai mis à votre disposition sur le site web LabGenVet. Les coefficients de consanguinité basés sur les pédigrés des races de chiens tels que calculés par The Kennel Club pour l'année 2019. Et en ordre alphabétique, pour les races de chiens, encore une fois, on peut voir les variations pour le coefficient de consanguinité en moyenne pour la race en question. Et voilà. Il y a des ressources sur le web. Il y a tout sur le web. Le bon, le moins bon, le mauvais, et c'est à vous de naviguer tout cela. Mais il y a des bonnes informations sur les races de chiens, sur la coloration de poils de chiens, sur les maladies génétiques canines. Utilisez les sites réputables. Utilisez Wikipédia. Utilisez les fonctions de recherche comme Google. Les Kennel Club sont réputables. J'ai essayé de mettre sur place des bonnes informations sur le site web LabGenVet. Et il y a quelques compagnies privées qui ont des bonnes sources réputables sur la génétique de chiens. Alors, grand merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris et apprécié des choses. Salut!